Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le grand journal de Swag Radio, votre voix, votre réalité, votre vérité. Des États-Unis à Haïti, de l'Europe à l'Amérique latine, on vous présente l'actualité qui vous concerne. Je suis Erlich Dorelas, merci d'être là. Le grand journal commence maintenant sur Swag Radio, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter le grand journal. Swag Radio, l'énergie, le flot et l'attitude. Les récentes restrictions du gouvernement cubain sur le kérosène reflètent la gravité de la crise énergétique que traverse Cuba. Les Caraïbes fait face à une pénurie grandissante de carburant depuis l'arrêt des livraisons de pétrole du Venezuela. Washington menace aussi d'imposer des droits de douane aux pays qui continueraient à lui fournir du pétrole, une mesure dénoncée par le Mexique qui tente d'apporter son aide à Cuba. Le reportage de Jean-Michel Leprince de Radio-Canada dans ce grand journal. L'embargo pétrolier américain contre Cuba commence à faire réagir. C'est injuste, dit la présidente du Mexique. On ne peut pas étrangler un peuple ainsi. C'est très injuste. Faute de pétrole, le Mexique envoie à Cuba de l'aide humanitaire. 2 navires avec plus de 800 tonnes d'aliments et de produits d'hygiène personnelle. En attendant de trouver le moyen de reprendre les livraisons de pétrole sans s'attirer la colère de l'administration Trump. En réponse aux sanctions américaines, le gouvernement cubain prend des mesures radicales. Réduction à 4 jours de la semaine de travail dans les administrations et les entreprises d'État, télétravail, restriction à la vente de carburant, réduction des services de bus et de train, ainsi que la fermeture temporaire de certains établissements touristiques. Les Cubains s'apprêtent à passer une nouvelle fois des moments difficiles. Ces mesures vont faire du mal à plusieurs personnes. Elles ne seront pas faciles pour tout le monde. Espérons que ces mesures nous sortent de la crise économique, dit cette dame. Mais nous n'allons pas nous rendre. Nous attendrons des jours meilleurs. Le but est d'économiser du carburant pour permettre la sauvegarde des activités fondamentales qui génèrent des devises, a précisé le vice-premier ministre Pérez Oliva Fraga. On dit que Cuba va s'effondrer, dit le vice-premier ministre. Nous n'allons pas nous effondrer. Le peuple cubain l'a démontré tout au long de son histoire. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal. Nous resterons toujours à Cuba. Les Nations Unies mettent en garde contre un effondrement humanitaire à Cuba. Il est confronté à une crise énergétique suite à l'imposition par les États-Unis des droits de douane, visant les pays qui vendent du pétrole à la nation caribéenne. Les autorités cubaines ont alerté les compagnies aériennes d'une pénurie de carburant dans un contexte de rationnement strict du pétrole. Les habitants cubains sont également confrontés à la paralysie des transports publics et à un accès limité aux services. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. Déjà éprouvée par une crise économique de longue date, l'île voit sa situation encore aggravée par les nouvelles taxes douanières américaines. Aux stations-service, de longues files d'attente dues au manque de carburant, moins de bus en circulation et des coupures d'électricité de plus en plus longues qui touchent les foyers, les hôpitaux et d'autres institutions publiques. Lors d'une récente allocution télévisée, le président cubain Miguel Díaz-Canel s'est adressé à la population pour expliquer la nécessité de rationner le carburant et l'électricité. Le blocus pétrolier imposé par les États-Unis provoque des effets en cascade dans toute l'économie cubaine. Des services sociaux essentiels, notamment la santé et l'éducation spécialisée, en subissent lourdement les conséquences. À l'hôpital oncologique de la Havane, les coupures de courant perturbent la prise en charge des patients et mettent potentiellement des vies en danger. Nos professionnels de santé veulent simplement offrir des soins de qualité. Les protocoles médicaux, les procédures techniques, la recherche et la production de médicaments nécessitent de l'énergie qui provient du pétrole. Il s'agit donc d'une mesure visant à nuire au peuple cubain en limitant le travail de nos personnels de santé. Dans une école locale, les responsables cubains de l'éducation spécialisée expliquent que le blocus pétrolier américain affecte le transport des élèves, la logistique et limite l'utilisation des équipements électriques de formation et de thérapie.
Ces mesures adoptées par l'administration Trump, et en particulier le décret présidentiel, aggravent la situation actuelle du peuple cubain d'une manière que je qualifierais d'inhumaine et ont un impact significatif sur notre système d'éducation spécialisée. Dans ces conditions, nous cherchons malgré tout des solutions pour assurer au moins les soins de base dont nos enfants ont besoin. Cuba a réitéré sa volonté de mener des discussions avec Washington, mais d'égal à égal. Jusqu'à présent, la Maison-Blanche n'a pas réagi publiquement. Nous n'avons pas de table de dialogue entre les deux pays. Il y a eu un échange de messages. Nous avons des ambassades. Il y a eu des communications, mais nous ne pouvons pas dire que nous avons une table de dialogue. Pour tenter d'atténuer les effets des mesures américaines, les autorités cubaines ont lancé un programme de rationnement des carburants et de l'électricité, ainsi qu'une expansion des systèmes d'énergie renouvelable. L'affaire Epstein, Keir Starmer se promet de se battre pour rester Premier ministre, alors que les critiques étaient jusqu'ici cantonnées à l'opposition et à quelques députés de son camp. Le leader du parti travailliste écossais, Anath Farwar, a appelé la démission du Premier ministre anglais, Keir Starmer. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Alors que les appels à la démission se multiplient, le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré qu'il se battrait pour rester à son poste. « Je ne suis pas prêt à abandonner mon mandat et ma responsabilité envers mon pays », a-t-il assuré. Mais lundi, le leader du Parti travailliste écossais s'est joint aux appels à son départ, qui jusqu'alors était cantonné à l'opposition et à quelques députés de son camp. This isn't easy, and it's not without pain, as I have a genuine friendship with Keir Starmer. But my first priority and my first loyalty is to my country, Scotland. And I am not willing to sacrifice Scotland's NHS, our schools, our communities, our towns, cities, villages and islands to a third decade of an SNP government. That's why the distraction needs to end and the leadership in Downing Street has to change. Mais Keir Starmer peut malgré tout compter sur le soutien de plusieurs membres de son cabinet, dont le ministre de la Justice David Lammy ou la ministre des Finances Rachel Reeves. S'il n'est pas directement impliqué dans le scandale Epstein, le Premier ministre doit faire face à une pression constante pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington, alors que les relations entre ce dernier et le pédocriminel étaient connues. Keir Starmer a renvoyé Peter Mandelson en septembre dernier après la révélation d'emails détaillant l'ampleur des liens entre l'ambassadeur et Jeffrey Epstein. La publication de nouveaux documents fin janvier ont amplifié la polémique. Le Premier ministre a assuré avoir regretté cette nomination et s'est adressé aux victimes, s'excusant d'avoir cru aux mensonges de Peter Mandelson. La guerre commerciale continue entre les États-Unis et le Canada. Guerre commerciale. Trump menace de bloquer l'ouverture d'un nouveau pont reliant l'Ontario et le Michigan. Écoutons un reportage dans ce grand journal signé TVA Nouvelles. Commencer l'émission ce soir, si vous le voulez, avec cette nouvelle menace qu'a brandie Donald Trump il y a un peu moins d'une heure maintenant. Un message à nouveau menaçant contre le Canada, mais assez décousu, merci. On en parle avec Étienne Malouin. Étienne, Trump s'en prend au pont Gordie Howe, qui est sur le point d'ouvrir là, entre Windsor et Détroit, mélange toutes sortes d'éléments dans cet étrange message. Étrange message, très long message de Donald Trump dans la dernière heure, Paul, effectivement, qui s'en prend donc au pont Gordie Howe, un pont, une artère commerciale névralgique entre le Canada et les États-Unis. C'est un pont qui doit ouvrir d'ici quelques mois, quelques semaines. L'ouverture est prévue pour début 2026. On vous a préparé cette carte pour comprendre. C'est un pont qui va venir remplacer le pont Ambassador, qui est en fonction depuis 1929 quand même, et qui est un canal de communication très important entre les États-Unis et le Canada pour les échanges commerciaux. Vous voyez où sera situé le pont Gordie Howe. Il y aura 6 voies. Et je vous parle d'échanges commerciaux importants, Paul, parce que le pont Ambassador, pour vous donner une idée, on parle de plus de 300 millions de dollars de marchandises par jour qui transigent donc entre Détroit au Michigan et Windsor en Ontario. C'est le quart des échanges commerciaux entre les deux pays. Pour une raison inconnue, inexpliquée, Donald Trump s'en prend à ce projet, un pont qui est construit par le Canada et qui doit ouvrir donc d'ici quelques semaines, quelques mois. Et on vous a sorti un extrait donc du message de Donald Trump qui annonce donc vouloir entamer
immédiatement des négociations avec le gouvernement canadien, avec le premier ministre Mark Carney concernant donc ce pont qui doit ouvrir prochainement. Vous voyez donc un extrait du message de Donald Trump ce soir qui indique qu'il ne permettra pas, Paul, l'ouverture du pont tant et aussi longtemps que les États-Unis n'auront pas été pleinement indemnisés pour tout ce que nous avons donné au Canada, surtout que le Canada traitera les États-Unis avec l'équité et le respect dont nous méritons. Donc, Donald Trump annonce entamer des négociations, vouloir entamer des négociations avec le Canada concernant ce pont. Que recherche-t-il? C'est la grande question. Mais je vous parlais de plus de 300 millions de marchandises par jour, donc c'est très important ce pont pour les échanges commerciaux. Et Trump annonce qu'il va bloquer l'ouverture tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'entente. Ça peut être très problématique pour les entreprises d'ici. La marchandise, c'est beaucoup aussi. Ça transite pour l'industrie automobile entre Windsor et Détroit. Bon, je disais d'entrée de jeu, là, un message bizarre, étrange de Trump. Là, il revient encore une fois avec le petit accord conclu par Mark Carney avec la Chine. Et là, il dit que la Chine va bouffer le Canada littéralement et que la Chine pourrait éliminer le hockey, éliminer la Coupe Stanley. Ça, c'est le président des États-Unis d'Amérique qui écrit ça noir sur blanc tout à l'heure. Parce que depuis plusieurs reprises maintenant, Donald Trump donc, ne semble pas digérer cet accord commercial que le Canada a eu avec la Chine. Effectivement, il revient à la charge avec le hockey et la Coupe Stanley. Je vous disais, c'est un très long message de Donald Trump. Vous voyez ce qu'il écrivait un peu plus loin, que le premier ministre Carney conclure un accord avec la Chine. Selon Donald Trump, la Chine va dévorer le Canada. Et selon le président, la première chose que fera la Chine, que fera Pékin, est de mettre fin à toutes les compétitions de hockey sur glace au Canada. Également, éliminer définitivement la Coupe Stanley. Un autre extrait de ce message très décousu du président ce soir, un très long texte où il parle de l'alcool américain qui n'est pas vendu en Ontario, des tarifs sur les produits laitiers également. 2 extraits qu'on vous a sortis, mais effectivement, le président qui accuse maintenant la Chine de vouloir éliminer la Coupe Stanley au Canada. Eh bien, ceux qui pensaient avoir tout vu. Étienne Malouin suit ça pour nous. Merci, Étienne. Bonne soirée, Paul. Avec nous, c'est l'émission. La tension continue de monter entre Moscou et Kiev. De nouvelles accusations graves viennent alimenter les tensions déjà extrêmes entre la Russie et l'Ukraine. Selon des sources russes, les services de renseignement ukrainiens auraient proposé une récompense de $30 000 en échange de l'assassinat d'un général de l'armée russe. D'après les médias proches des autorités de Moscou, l'offre aurait été attribuée au service de sécurité d'Ukraine, SBU, dans le cadre d'opérations clandestines visant des hauts responsables militaires russes impliqués dans le conflit. Écoutons les détails sur RT dans ce grand journal. Dostoïevski l'avait écrit, après le crime vient le châtiment. Mais contrairement au célèbre roman, ici la conscience n'a visiblement pas tourmenté les criminels. Ils ne se sont pas rendus d'eux-mêmes et ont été interpellés par le FSB en quelques jours seulement. Le tireur s'appelle Lyubomir Kourba. Originaire de la région de Ternopol, à l'ouest de l'Ukraine, il possède aujourd'hui la citoyenneté russe. Le 6 février, selon l'enquête, il s'introduit dans l'immeuble où vit le général. Il l'attend près de l'ascenseur et tire 4 fois. L'arme est jetée dans un tas de neige. Kourba se dirige vers l'aéroport. Le plan, lui, ressemble à un scénario écrit à l'avance. Émirats Arabes Unis, puis Roumanie, puis Ukraine. Mais à l'arrivée à Dubaï, ce n'est pas une correspondance qui l'attend. Ce sont des menottes. Kourba est arrêté, puis extradé vers la Russie à la demande de Moscou. En décembre, j'ai reçu l'ordre d'éliminer le général de la direction principale du renseignement, Vladimir Alexeyev. On m'a promis $30 000 si j'accomplissais cette mission. Lors de l'interrogatoire, Kourba désigne les commanditaires. Ce sont bien des agents du service de sécurité ukrainien, le SBU. Sur ce point, pas de surprise, mais un détail retient l'attention. Ce n'était pas sa première mission. En août 2025, j'ai été recruté par le service de sécurité d'Ukraine et envoyé à Moscou pour surveiller les infrastructures et les individus qu'on m'indiquait par messagerie. Je touchais $2 000 par mois pour ce travail. D'après le FSB, Kourba aurait été préparé en amont sur le territoire ukrainien. Entraînement au tir et consignes de communication. Et un autre élément est cité, l'implication des services secrets polonais dans son recrutement. Lyubomir Kourba a été recruté par un officier du SBU en août 2025 à Ternopol.
Il a suivi une formation au tir sur un site d'entraînement à Kiev, a subi un test au détecteur de mensonges, a été formé aux moyens de communication via le service de visioconférence Zoom et puis a été envoyé en Russie en août 2025 par l'itinéraire Kiev, Chisinau, Tbilissi, Moscou. Afin de recruter Korba, les services de renseignement polonais ont fait participer son fils, Lubos Korba, citoyen polonais né en 1998 et résident à Katowice. Pendant des mois, Korba vit dans une location, une planque obtenue avec l'aide d'un certain Viktor Vassine. Selon les services russes, Vassine n'était pas un simple intermédiaire naïf. Il savait à qui il rendait service et pourquoi. Mon ami Lyubomir Korba est venu à Moscou sur ordre des services spéciaux ukrainiens afin d'éliminer le général Vladimir Alexeyev. Il m'a demandé de l'aider à louer un logement temporaire, un appartement secret et à acheter des titres de transport à Moscou. Un troisième nom apparaît dans le dossier. Une femme, Zinaïda Serebritskaya. Selon l'enquête, elle aurait participé à la surveillance. En décembre 2025, elle loue un appartement dans le même immeuble que le général. La veille de l'attaque, elle quitte la Russie, Istanbul puis l'Ukraine, et disparaît. Pourtant, en Occident, certains doutent de l'implication des services ukrainiens. C'est ce qu'écrit notamment le Washington Post. D'ailleurs, l'article reconnaît lui-même que Kiev avait déjà mené des opérations contre des personnalités russes de haut rang. Mais le détail le plus révélateur, il est dans le titre. Un général haut gradé russe blessé par balle à Moscou sur fond d'impasse dans les négociations sur un cessez-le-feu en Ukraine. Autrement dit, même en Occident, on comprend que la tentative d'assassinat et les négociations ne sont pas deux événements isolés. Ce n'est pas un hasard ou un mauvais timing. La vraie question est ailleurs. À qui profite cette escalade? Qui a intérêt à faire dérailler la voie diplomatique au moment même où elle réapparaît? Sergei Lavrov fournit un élément de réponse. J'ai bien sûr entendu cette nouvelle juste avant le début des négociations. Je ne vais pas faire de pronostic. Cela ne fait pas partie de mes fonctions. C'est à nos autorités de décider. Cet acte terroriste a une fois de plus confirmé la volonté du régime de Zelensky de multiplier les provocations précisément destiné à saper le processus de négociation et montre que ce régime est prêt à tout pour convaincre ses sponsors occidentaux de ne pas se laisser distancer par les États-Unis afin de les empêcher de suivre la voie de l'instauration d'un règlement juste. L'enquête se poursuit, mais pour les services russes, l'essentiel est déjà clair. Les exécutants, les complices et l'objectif. Et derrière cette tentative d'assassinat, un message qui se dessine. Sur le dossier ukrainien, certains préfèrent l'escalade au dialogue. Vous suivez le Grand Journal sur Swag Radio, mardi 10 février 2026, deuxième sortie de ce Grand Journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag avec Carly Tudorelas, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, le Grand Journal. Sur Swag Radio, l'info sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News, à fois la vitesse ou la lumière, pour rester bien informé. P-News sur Facebook, sur WhatsApp. Brothers Café Créole, le place to be pour manger des mets délicieux. Brothers Café Créole au 299. Main Street Everett, chiffre le 617 294 14 25. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. En Haïti, le sous-commissariat du carrefour de l'aéroport officiellement ouvert après deux ans de fermeture. Le sous-commissariat du carrefour de l'aéroport officiellement ouvert ses portes le samedi 7 février, marquant une étape importante dans les efforts de réhabilitation des infrastructures de sécurité publique de la zone métropolitaine. L'établissement avait été incendié et pillé par des gangs armés il y a moins de 2 ans lors d'une période de violence intense et a fortement affecté ce secteur stratégique de la capitale. Quand un reportage a signé Radio-Télé Métropole dans ce grand journal. Dostoïevski l'avait écrit, après le crime vient le châtiment. Mais contrairement au célèbre roman, Rosemène trace le trottoir avec un marqueur pour délimiter son espace de vente. Autour d'elle, d'autres personnes font de même. Cette marchande de vêtements et de souliers s'est précipitée sur place à la suite de la réouverture du sous-commissariat de carrefour de l'aéroport pour ne pas rater la reprise des activités. Pour moi, je ne peux pas marcher dans la base, je vais tourner dans la base. Je comprends ça, parce que les camper soudainement me font camper,
Parce que l'autre machin Delma dit pas camper là et moun ka fò au port. Même vous avez quand même bon Dieu fait ka fò au port ouvrir pour me ka venir chita dans place moi. Elles sont revenues en nombre pour réserver une place dans cette zone qu'elle avait fui suite aux offensives des gangs. Cette poussée de violence avait même contraint les forces de l'ordre de battre en retraite, abandonnant le sous-commissariat. Après plusieurs mois, le bâtiment reprend enfin du service. L'initiative est largement saluée par les riverains. Engagement, moi, tout petit bail, moi, pour me faire petit moi à l'école. Je me sens content. Tout ça me fait chita. Et je dis à moi aussi, pendant ma lâché aviation, moi, il y a quelques bonnes marches qui passent là, je me dis, bon, monter. Mais avant de monter, mais je ne vais pas avancer, même ça, c'est monter, descendre. Moi, ouais. Zone a commencé un petit gens, la semaine qui vient là, je connais l'été à faire un dégagement quand même. Certains y voient également le signe d'une reprise générale des activités au niveau de ce carrefour, autrefois cœur battant du Bas de Delma. Ghislaine vend des gobelets en plastique depuis 2020. C'est le signal qu'elle attendait avec ses voisins de Delma 28, puis revenir de manière permanente. Ça a commencé à faire parce que nous avons senti la plus vivante qui a posé parce que nous policiers, chef de la commissariat là, la paix de nous tout, parce que nous avons senti nous plus satisfaits. Oui, il y a des gens qui disent comme ça, il faut pas tourner, il attend si le commissariat qui dit après 7 février il a venu, il attend après 7 février, il dit après 7 février, je pense que c'est maintenant là, il y a plus de monde qui est dans la zone là, parce que ça fait que c'est commissariat qui attend venir. Je suis bien content de travailler à la fête. Autre secteur concerné, les transports en commun. Les autobus alignés les uns derrière les autres marquent la reprise du trafic, bien que la gare routière d'où les véhicules partent vers les villes de province demeure encore vide. Manis est syndicaliste. Il accueille cette présence policière comme une bouffée d'air frais pour les chauffeurs. C'est Delma 31, Delma 33, tu as un paquet de stations à gauche à droite. Je dis en plus que Carrefour au port vient ouvrir, côté toi après tout chauffeur prend conscience, il a retourner la caillou. C'est là où après chauffeur a été connu de mon repos, il passe cité au Caille, il passe Delma 31, il sorti Delma 29, il chargé. Ou bien sorti dans 35 là, il chargé. Mais je dis, on soit regarder là, ouais, tout bis yo campé là, ou après ça son bis qui saute bon repos, camionnette ça c'est camionnette qui chargé bon repos droite, camionnette Gérald et dans jour cap vini yo, ou après Carrefour plein temps poussé. Pour l'instant, la reprise des activités se fait au ralenti. Le carrefour de l'aéroport peine à retrouver son ambiance commerciale. De plus, les quartiers environnants, complètement ravagés par les gangs, n'ont pas encore été dégagés. À ce jour, aucune estimation des dégâts n'est connue, aucun plan de réhabilitation n'est prévu. Après plusieurs mois de détention et des certitudes, Moïse Joseph, le pasteur, a finalement retrouvé la liberté le lundi 9 février 2026, mettant fin à une affaire qui avait suscité inquiétude et mobilisation au sein de ses proches et de la communauté. Selon des sources proches du dossier, cette libération intervient à l'issue d'une longue procédure marquée par des démarches juridiques répétées et des appels à la justice. La nouvelle a été accueillie avec un immense soulagement par sa famille qui n'a jamais cessé de réclamer sa libération et le respect de ses droits fondamentaux. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Tellement, mon Dieu, nous alliés. Et moi, remercier une fois encore que je ne fais pas Fédération des pasteurs haïtiens, qui est dirigée par le pasteur Jacques Janvier, qui encore peut jouer tout le rôle. Nous voulons remercier toute l'équipe avocat qui joue en pile rôle. Nous voulons remercier Camille Leblanc. Nous voulons remercier M. Samson. Nous voulons remercier une fois encore M. Josely. Nous voulons remercier une fois encore M. Prosper. Nous voulons remercier Pasteur Alice Pito. Nous voulons remercier chaque monde. Exactement. M. Senatus. M. Camille Leblanc. C'est un héros. Nous remercions. Et bien encore, merci pour tout le monde qui a supporté. Merci pour tout le monde qui a prié pour moi. Bon Dieu, qu'à ce chacun que bon Dieu bénisse. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le secrétaire général de la REPA a lancé lundi 9 février 2026 un appel pressant aux autorités de transition
pour qu'elle engage sans délai des discussions avec le Conseil électoral provisoire KEP en vue de fixer une date claire pour l'organisation des prochaines élections en Haïti. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Je dis à saisi des maîtres et sénatus qui lui-même qui brandit article 59 de la Constitution non amendée. Le même article ça utilisé pour la cassation, article a dit clairement que, eh bien, lorsque il y a une cassation pour choisir un président ça, lui-même a issu de fonction ça par l'Assemblée nationale. Et qui est-ce qui vous convoque l'Assemblée nationale? C'est le Premier ministre. Ça veut dire, parce que je saisis comment mes sénatrices perdent tête. L'a induit la population en erreur comme professeur à l'université. C'est grave. Deuxièmement, le cas Premier ministre lui-même, nous avons des docteurs Sauveur Pierre-Etienne, qui lui-même qui dit que Premier ministre là, le Premier ministre nommé c'est le Premier ministre. Et que le Premier ministre qui actuel là, il n'est pas Premier ministre encore. Nous avons des messages Nadissin qui ont induit la population en erreur encore. Côté, lui-même, il a parlé de droit, des principes généraux administratifs. Ce n'est pas le Premier ministre Ali Didier qui est en rébellion, non? C'est le président du Conseil qui est en rébellion avec ses collègues. Dans ce sens, ça c'est le Premier ministre. Ça qui est important, l'article 149 de la Constitution amendée, il dit clairement. C'est le Premier ministre qui peut assurer intérimaire, dans ce sens, le Premier ministre il a 120 jours pour organiser les élections. De façon à ce que pour le Premier ministre lui-même, laisse ça tacitement jouer rôle Premier ministre et exécutif, et il a 120 jours pour organiser l'élection selon l'article 59. Les États-Unis ont saisi dans l'océan Indien un pétrolier qui avait fui le blocus ordonné par le président Trump dans les Caraïbes contre les navires sous sanctions partant ou se rendant au Venezuela. Annoncé lundi, le Pentagone. Écoutons un reportage signé France 24. Diffusées sur les réseaux sociaux, ces images de soldats de l'armée américaine déployés au large de l'océan Indien pour arraisonner ce pétrolier, l'Aquila 2, accusé par les États-Unis d'avoir bravé le blocus imposé aux navires sous sanctions dans les Caraïbes par Donald Trump. Le ministère de la Guerre a traqué ce navire des Caraïbes jusqu'à l'océan Indien. Aucune autre nation au monde n'a la capacité d'imposer sa volonté sur quelque terrain que ce soit. Sur terre, dans les airs ou en mer, nos forces armées vous trouveront et vous traqueront. Vous serez à court de carburant bien avant de pouvoir nous semer. Pour compléter l'opération de communication, ces photos sont également publiées avec ce qui semble être l'équipage du navire. Le 8e saisi par les États-Unis depuis que Donald Trump a ordonné en décembre le blocus partiel visant le Venezuela. C'est aussi le 2e intercepté par les Américains hors de la région, après une première opération similaire menée début janvier dans l'Atlantique Nord. Selon l'administration américaine, jusqu'à 800 bateaux sous sanctions navigueraient aujourd'hui entre des pays comme la Russie, l'Iran, la Chine et le Venezuela. Direction le Burkina Faso. Le Burkina Faso a franchi une nouvelle étape majeure dans la reconfiguration de son paysage politique. Les autorités de transition ont annoncé la suppression du cadre juridique encadrant les partis politiques. Une décision présentée comme une mesure de rupture avec l'ordre politique antérieur et le recentrage sur les priorités nationales. Le reportage signé Africa News dans ce grand journal. Au Burkina Faso, le Parlement de la transition a adopté à l'unanimité ce lundi à Ouagadougou une loi actant la dissolution des partis et formations politiques. Les 69 députés de l'Assemblée législative de transition ont ainsi voté la fin du cadre juridique du système partisan, déjà suspendu depuis septembre 2022. Le texte abroge plusieurs lois majeures, dont la charte des partis politiques de 2001, la loi de 2009 sur leur financement et celle relative au statut de l'opposition.
Selon l'exécutif, la prolifération de partis sans ancrage réel aurait contribué à la perte de confiance des citoyens, malgré plus de 5 milliards de francs CFA de financement public alloués depuis 2001. Les autorités assurent que les biens des partis dissous seront évalués et reversés au patrimoine de l'État dans la transparence. Si le pouvoir évoque une réorganisation nécessaire dans un contexte sécuritaire difficile, des observateurs dénoncent un recul démocratique et des restrictions dans l'espace politique sous la transition militaire. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 10 février 2026. Avant de partir, coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui. Température maximale environ 31 degrés Fahrenheit, minimale environ 11 degrés Fahrenheit. Ressenti froid typiquement d'un hiver dans le nord-est des États-Unis. Conditions du ciel principalement nuageux à partiellement nuageux pendant la journée. Possibilité de faibles précipitations, neige légère. Faible probabilité, vent généralement léger à modéré, ne modifiant pas drastiquement le ressenti généralement du froid. Humidité, chance modérée de précipitations légères ou de neige occasionnellement en soirée ou nuit. C'est la fin de ce grand journal. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, l'énergie, le flot et l'attitude, on est avec du style. Pour rester bien informé, P-News, info sans cassure, sans bavure. Les infos à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Allez manger à Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett, The Place to Be. La cuisine haïtienne est sans limite. Chiffrez le 617 294 14 25 à Brothers Café Créole. Swag Radio, les smartphones, c'est pour très métaux. Swag Radio sur Facebook et sur YouTube. Passez un joyeux mardi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Salut, à demain.